Jean Corcos pour Voix Plurielle. Bonjour amis auditeurs, bonjour Judith Groman. Bonjour. Alors c'est une interview originale que je vous propose puisque je l'ai intitulée « Le monde vu de Vienne ». En effet, cette interview est réalisée avec la capitale autrichienne. Judith Groman, vous êtes une journaliste autrichienne très dynamique qui a plusieurs atouts, en particulier le fait d'être trilingue. Ancien élève du lycée français de Vienne, et vous parlez en effet parfaitement notre langue. Vous avez fait des études de journalisme et de sciences politiques, et très jeune, vous avez travaillé pour des magazines et quotidiens autrichiens. J'en cite quelques-uns, Profil, Die Presse, des Standards, mais aussi vous avez été la correspondante de plusieurs médias allemands ou français. Alors, ce sont les enquêtes et investigations qui vous ont passionné, et cela a inspiré 2 livres que nous allons évoquer, l'un sur les forces spéciales et l'antiterrorisme, et là, voilà, le livre, la version française. Hein. Oui, en version française, oui. Française, voilà, qui est édité, je ne sais plus le nom. Par les éditions de Passy, et avec, avec une préface de Amaury de Hautecloque que vous connaissez tous en France. Voilà. Et alors, l'autre livre, hein, mais on parlera beaucoup de lui, bien sûr, en fin d'émission, c'est une biographie du jeune chancelier autrichien Sebastian Kurz. Voilà. Oui. Biographie officielle. Officielle, oui. Voilà. Alors, on va commencer par évoquer la ville magnifique où vous vivez, Vienne, qui a eu un très riche passé. Elle fut la capitale d'un vaste empire, disparu il y a un peu plus de 100 ans, et elle connut son apogée un peu avant et après la Première Guerre mondiale. Une ville multiculturelle, à l'avant-garde de la musique, des arts picturaux, de la littérature, elle fut aussi le lieu d'une explosion créatrice portée par des personnalités juives illustres. Pourriez-vous en rappeler certains à nos auditeurs ? Oui, alors nous avons par exemple des musiciens comme Mahler, Schönberg, Arnold Schönberg. Nous avions des personnes, des auteurs comme Arthur Schnitzler, Hermann Bahr, Hugo von Hofmannsthal, enfin il y a toute une clique. Et puis il y a aussi les médecins, entre autres un psychologue que vous connaissez, enfin psychanalyste que vous connaissez très très bien sûrement, qui est connu mondialement, c'est Sigmund Freud. Oui, bien sûr. Puis de mon temps, je l'ai encore, je le lis, c'est Viktor Frankl, il est déjà mort, mais il était très connu aussi. Et puis, évidemment, comme auteur, Stefan Zweig. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui lisent Stefan Zweig et Franz Werfel. Voilà. Quelques-uns. Alors, est-ce que leur souvenir est honoré par l'Autriche d'aujourd'hui, après la parenthèse tragique du nazisme et de la Shoah, où tous les créateurs juifs étaient bien sûr blacklistés et interdits? Oui, par exemple, pour Sigmund Freud, nous avons un musée, on a fait un musée de son appartement. Oui, il y a beaucoup de monuments que nous avons dans Vienne. Nous avons, les Juifs sont très, très importants pour l'Autriche, il faut dire. Ils sont restés importants. De nos jours, on a à peu près 10 000 Juifs qui vivent ici, mais ils vivent dans un arrondissement près du centre-ville, au 2e arrondissement, Leopoldstadt, et il y a des restos, il y a des écoles, il y a une école privée d'ailleurs qui est sponsorisée par Ronald Lauder, que vous connaissez sûrement aussi. Ronald Lauder, c'est le fils président du Congrès juif mondial. Voilà. Et qui est le fils de Estée Lauder, important pour les femmes qui se maquillent, qui aiment se maquiller comme moi. Voilà. Et il était ambassadeur pendant quelques années ici à Vienne aussi. À Vienne. Alors vous avez un peu répondu à ma question suivante, parce que vous connaissez bien sûr très bien cette communauté. Hein. Oui. Et bon, effectivement, il y a donc à peu près 10 000 juifs aujourd'hui. Il faut quand même rappeler qu'il y en avait près de 200 000 en 1938, hein, au moment de l'annexion par le Reich allemand, l'Anschluss. Bon, il y en a, j'ai lu, 117 000 qui avaient fui le pays jusqu'en 1940.
donc ceux qui ont pu fuir, mais après, malheureusement, ceux qui étaient restés ont connu la déportation, l'extermination, et pourtant cette communauté a pu se reconstruire après la guerre. Heureusement, Oui, heureusement, oui. Ils étaient courageux. Bon, moi, j'ai pas connu cette bien époque, sûr. mais je connais ça de mes grands-parents qui m'ont beaucoup raconté. Et ça, c'était horrible, vous savez, pour nous, pour la jeunesse, enfin, et pour les jeunes d'aujourd'hui, on ne réalise pas ce qui s'est passé à l'époque. C'est inimaginable pour Tout nous. à fait. Et ça nous fait mal au cœur aussi. Oui, Judith Groman, donc on sait que l'Allemagne a fait son examen de conscience après la guerre, hein. Il y a eu une dénazification, certes incomplète, mais ce passé horrible a été un élément de référence pour reconstruire la démocratie. Et on n'a pas l'impression qu'il y ait eu l'équivalent en Autriche, alors Oh. même que plusieurs responsables nazis étaient autrichiens comme Adolf Eichmann. Ouais. Comment vivent les Autrichiens non juifs avec ce lourd héritage? Ah ben, nous, on a quand même fait plein de choses. Par exemple, le papa d'une de mes collègues de classe, parce que j'étais au lycée français de Vienne, j'aimerais bien le mentionner parce que c'est un lycée qui me tient beaucoup à À cœur, cœur. oui. Mhm. Oui, le papa Léon Zellmann, il a fait un Jewish Welcome Center ensemble avec la ville de Vienne. Mhm. Donc, les héritiers des Juifs qui ont été déportés, ils ont pu revenir à Vienne depuis les années 80, je dirais, 80-81. Mhm. Et donc, ça, c'est la première chose. Donc, et puis, on a quand même fait, on fait beaucoup, les Juifs qui ont survécu sont allés dans les classes et ont Oui. tenu des discours. Ça aussi, je trouve que c'est très important. Mhm. Il y en a quelques-uns encore, heureusement, ils sont toujours en vie. On a un très joli musée juif qui est tenu par la directrice Danielle Spera, qui était une présentatrice de télévision, qui est Mhm. adorable, qui est vraiment acharnée. Qu'est-ce qu'on a encore? Oui, on va faire construire un mur avec les noms des Juifs qui ont été tués. Ça Très bien. aussi, c'est une chose qui nous tient beaucoup à cœur. Mhm. Et puis, depuis 2020, depuis environ août 2020, les enfants et les descendants des Juifs qui ont été tués peuvent demander le passeport autrichien à l'Autriche et ils le Oui. reçoivent. Et Mhm. ça, c'est une chose qui a aussi été Une grosse euh, importance symbolique, en tout cas. oui, c'est très symbolique. Et puis, les médias français, ils ont quand même parlé de ça aussi, parce qu'il y a des Juifs dans le monde entier qui ont des grands-parents, des parents, des oncles et des D'origine tantes autrichienne. autrichiens. Ouais, Mhm. voilà. Tout à fait. Et Alors, puis, une chose que j'aimerais bien mentionner aussi, mais mhm. je pense qu'on y reviendra plus tard, c'est j'aimerais bien mentionner aussi le chancelier autrichien qui, en 2019, a tenu un discours devant l'Institut transatlantique du Comité des Juifs américains, où il a, si vous voulez, où il s'est excusé auprès des Juifs pour la première fois officiellement. Et il a dit, l'Autriche a une responsabilité historique et cette responsabilité ne s'arrête pas à nos frontières. Donc, il faudrait que les gens qui écoutent aujourd'hui relisent son discours parce qu'il est vraiment incroyable, ce discours. C'est bien de l'avoir rappelé, Oui, Judith il Roman. fallait qu'il le fasse. Hein. Il fallait qu'un chancelier le fasse une fois, oui. Alors, au-delà de ce passé, hein, il y a donc l'identité autrichienne hein, qui s'est reconstruite après la guerre. Alors, peu de gens le savent, mais contrairement à l'Allemagne, le pays est resté longtemps, hein, pendant 10 ans, divisé entre 4 zones d'occupation, C'est vrai. française, américaine et anglaise d'un côté, et russe de l'autre. Et en 1955, donc pour obtenir la fin de ces occupations, sans diviser le pays comme l'Allemagne, les Autrichiens ont dû accepter un statut de neutralité qui existe toujours. Toujours. Oui. Voilà. Mais depuis, beaucoup de choses ont changé. Parce que l'Autriche est devenue membre de l'Union européenne depuis Oui. 1995, hein. Donc elle est solidaire de sa défense. Et puis Oui. alors, les voisins
donc à l'Est, qui étaient des ex-pays satellites de l'ex-URSS, eux-mêmes sont devenus des membres de l'Union européenne et de l'OTAN. Finalement, comment la population vit-elle cette évolution? Est-ce qu'ils se sentent européens ou neutres comme les Suisses? Oui, les Autrichiens, ils aiment beaucoup l'Europe. Oui, Et puis, on reste quand même neutre, donc c'est une bonne position. On ne fait pas de guerre, ce bien qui est sûr, oui. très important, de nos jours surtout. Mhm. Et voilà, il y a eu quelques statistiques cette semaine, et puis où on a dit que les Autrichiens ne sont pas trop contents de l'Europe en ce moment, mais je Mhm. suppose que ça concerne toute l'Europe. Hein. En ce moment, Mhm. ce qui se passe avec le coronavirus, c'est pas Mhm. rigolo. Bon, Bien sûr, bien mais sûr. sinon, les Autrichiens, non, on est assez heureux d'être membre D'être en Europe. européen. On reparlera un peu de l'aspect politique un peu plus tard, effectivement, des positionnements des partis autrichiens par rapport Mm. à l'Europe. Alors, on va finir de parler de la relation de l'Autriche avec le reste du monde en évoquant un élément que ne connaissent pas non plus beaucoup de gens, c'est la présence à Vienne, justement parce que c'est un pays neutre, comme la Suisse voisine, hein, d'une vingtaine d'organismes dépendants de l'ONU. Je suis allé Oui. chercher un petit peu, il y a bien sûr l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, et d'ailleurs juste en face, il y a la tour de l'Organisation pour le développement industriel, il y a deux tours jumelles, hein. Je Mhm. connais un petit peu cela parce que j'étais Mhm. venu à Vienne donc pour mon travail en fait, hein, Ah, donc voilà. visiter un peu votre capitale. Et bien, il y a des tas d'autres agences. Et Mhm. j'ai lu aussi que dans votre capitale, il y a des fonctionnaires originaires de 125 pays. Exact, ouais. Alors, j'imagine que c'est un atout important pour le standing international finalement de l'Autriche, qui elle-même est un petit pays qui a moins de 9 millions d'habitants. Oui. Bah, Vienne est devenue, au fil des années, une ville internationale, heureusement, Mhm, avec l'ONU qui a été installée en 1980, ça fait déjà assez longtemps. mhm. Et moi, je peux dire qu'au lycée français, il y avait beaucoup d'enfants, de personnes qui travaillaient aux Nations Unies. Julie, oui. Et c'était incroyable. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, il y a beaucoup d'ambassades ici. Nous Mhm, savons que la diplomatie, en fait, elle est née en Autriche, hein, elle est née à Vienne. mhm. Et, et il y a aussi beaucoup d'espions. Alors, Ah oui, Vienne, on disait toujours, oui, New York ou Washington, c'est la ville des espions. Ben non. La Vienne réalité, aussi. c'est que Mhm. Vienne est devenue la ville des espions, de l'espionnage. C'est vrai. C'est pas. Et donc, ça aussi, c'est Alors, intéressant. c'est intéressant. Alors, c'est vraiment, effectivement, l'aspect donc Autriche Mm. multiculturel. Alors, on avait parlé il y a 100 ans, et aujourd'hui, ce pays largement catholique a vu croître une minorité nouvelle, celle-là, donc musulmane. Mm. Alors, ils sont soit d'origine turque, donc un peu Mm. des enfants ou petits-enfants de travailleurs immigrés, soit bosniaques, parce qu'il y a beaucoup de réfugiés qui sont arrivés suite à la guerre civile dans l'ex-Yougoslavie voisine. Ouais. Alors, contrairement à l'Allemagne, Mm. qui a accueilli, comme vous le savez, 1 million de réfugiés de Syrie, donc il y a quelques années, Mm. et plutôt à l'image de la Hongrie voisine, le gouvernement actuel semble très ferme par rapport à cette immigration. Il faut quand même rappeler aussi que le parti d'extrême droite FPO Mm. était dans la coalition au pouvoir jusqu'en 2019. Mm. Est-ce que ces sujets de l'immigration et de l'islam sont aussi médiatisés qu'en France? Et j'imagine surtout à l'occasion d'un attentat comme celui que Vienne a subi le 2 novembre dernier. Il faut commencer par le début. Il faut dire qu'en 1991, nous avons quand même accueilli 90 personnes de la Yougoslavie, parce que il y avait la guerre de Mhm. la Yougoslavie, et 2 tiers sont restés là. Mhm. Et 11 000 sont repartis dans leur pays. Et puis, donc, l'Autriche a toujours été très accueillante, faut dire ça Mhm. aussi. Hein. Mhm. Donc, et dire que nous médiatisons ça, je ne crois pas que nous médiatisons cela comme la France. Vous êtes toujours en avance.
Ah, Faut dire ce qui dans est. Oui, la dans France. l'excès aussi. Oui, bon, ça c'est vous qui le dites. Mais la France a toujours été en avance. Et Mhm. l'Autriche, elle est toujours un peu plus modérée, plus. Mhm. Nous médiatisons cela quand nous présentons des études, par exemple, sur l'immigration et sur l'islam. Et par exemple, cette semaine, nous avons présenté une carte des centres islamiques et des mosquées ici en Autriche. Et je peux vous dire qu'on en discute en ce moment. Donc, les jeunes musulmans, ils ont déjà dit on va porter plainte, on va faire ceci, cela. Bon, on va voir comment ça va se passer vraiment. Mais disons que nous, on est toujours plus tranquille. Il faut dire ce D'accord, qui est. Hein. d'accord. Alors, on vient d'évoquer donc ce dernier attentat, hein. Pour rappel, Mhm. il avait fait Oui. 4 morts. Et qui dit attentat dit force spéciale de la police intervenant donc dans ces circonstances. Et Mhm. donc, on en parlait en début d'émission, vous avez consacré un livre d'enquête sur ces unités opérationnelles donc dans 16 pays, hein, Mhm. force spéciale contre la terreur, hein. Donc voilà, vous le remontrez à nouveau, la traduction française a été publiée aux Oui. éditions de Passy. Alors, on n'a pas le Mhm. temps d'en parler en détail, Mhm. mais juste 3 questions. D'abord, comment vous est venue l'envie d'écrire ce livre? Haha. Bah, écoutez, vous allez sourire, mais j'ai vu un film au cinéma, un Mhm, film clé, avec Kevin Spacey, que j'adore. Ce film s'appelait Le Négociateur, c'était en 1998. mhm. Négociateur, justice à tout prix. C'était un de ces films où on se disait, mais enfin, c'est incroyable. Moi, à l'époque, je ne savais pas qu'il y avait des unités antiterroristes. Et je me suis dit, mais il faut que je fasse des interviews avec ces gars. Et quelques années plus tard, donc, j'ai rencontré des gens du ministère de l'Intérieur. Et puis, de fil en aiguille, ça se passe toujours comme ça avec les journalistes, euh, j'ai eu la chance de rencontrer l'unité autrichienne. Et c'est là que je me suis dit, allez, on fait un livre. Et je Mmh. leur ai proposé ça, ils ont dit non, tu peux Non. oublier. Je dis non, tu peux pas faire un livre sur les unités antiterroristes. Ils travaillent en cachette, si vous voulez. Oui, Hein. c'est très confidentiel, oui. Voilà. Et donc, mais j'ai insisté, oui, pendant 2, 3 ans, j'ai insisté, j'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et puis, un jour, ils ont dit, est-ce que tu as un concept? Est-ce qu'on peut regarder? Et puis, je leur ai montré mon concept, et puis on a commencé. Et Ça a puis, été vraiment, je suis partie, mmh. et j'ai rencontré les unités. J'ai passé plusieurs jours avec eux, ils m'ont tout montré, ils m'ont tout Oui, expliqué. C'était incroyable, je vous passionnant. dis. Et vous êtes C'était, arrivé à convaincre aussi donc des unités d'autres pays? Parce que oui, 16 pays, c'est pas rien, hein, je veux dire, il faut y bah aller, hein. justement, vous savez qu'en Europe, ils sont organisés. Donc il y a une structure à Mmh. Bruxelles et qui s'appelle Atlas, et c'est là que le projet a été discuté. Ah d'accord, c'était vraiment Et au sommet, oui. il y a des pays qui ont dit: «Ah, moi, je ne serai pas à bord de ce projet, faites ce que vous Mmh. voulez, mais moi pas». Et puis il y en a d'autres qui ont dit: «Mais si les Autrichiens, ils sont pour, c'est une bonne chose, on va On va le participer». faire Et c'est aussi, comme oui. ça que ça s'est Mmh. fait. Mais Bah, en tout c'était. cas, bravo, bravo parce que Merci. ce sont des hommes et des femmes pleins de courage Oui, et on en parle, hein, quand ils interviennent, donc c'est dans le monde oui. entier, hein. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois qu'il y a enfin rigolo, c'est pas rigolo, mais quand il y a une attaque terroriste, on s'appelle. Ah Et oui. oui, ben oui, parce qu'ils savent que je suis à Vienne, par exemple, en novembre. Mmh. Les unités m'ont aussi contacté. Bon, ils ont contacté leurs collègues autrichiens, Bien c'est sûr, clair. oui, oui. Mais moi aussi, ils m'ont dit, Judith, comment ça va? On espère que tu n'es pas en ville en ce moment. Et Mmh. puis voilà. Mmh. C'est assez intéressant, c'est bien, c'est un bon contact, je Un trouve. bon contact et une belle expérience. Une Alors, on très va belle arriver expérience. donc à la dernière série de questions, donc à propos du héros, Ah, maintenant le ton repart. Oh, ah, Sébastien Kurz. mhm. Alors, je dois dire qu'on s'est connus en fait grâce au réseau Twitter sur lequel vous êtes actif et que vous partagez très régulièrement des informations sur l'Autriche, hein, Mhm. mais aussi sur ce dirigeant, hein, parce que vous avez visiblement une profonde admiration pour lui. Voilà, Sébastien Kurz, la biographie officielle. Alors,
Il est vrai qu'il a pour lui l'atout de la jeunesse. Je vais peut-être dire des choses que nos auditeurs ne connaissent pas, mais qui sont vraiment très Ben, impressionnantes. regardez-le. Il est né en 1986. 86. Mhm. C'est-à-dire que c'est le plus jeune chef de gouvernement de l'Union européenne. Oui, Il a mondialement même. grimpé mondialement. Oui, Il a grimpé mondialement. tous les échelons du pouvoir en quelques années. Oui. Il a été secrétaire d'État à l'âge de 24 ans, Mhm. ministre des Affaires étrangères à 27 ans, Oui. et il a dirigé une première coalition, donc il était déjà chancelier, il avait 31 ans. Et Mhm. alors comment l'expliquez-vous? Est-ce que c'est de la chance? Est-ce que c'est l'usure des autres postulants au pouvoir? Une Mhm. grande habileté politique? Comment ça s'est fait? Ben, moi, je peux dire que je connais Sébastien Kurz depuis très longtemps. Ah Et oui. c'est un homme incroyable qui vit pour son, oui, qui vit pour la politique. C'est une nouvelle génération. C'est un monsieur un jeune homme qui est authentique. Il est respectueux, donc il est diplomate et il est homme politique. C'est du jamais vu, hein. Normalement, un Mhm. homme politique, par Il est exemple, cassant. oui, Oui. voilà, et il est au pouvoir, et il veut rester au pouvoir, mais Sébastien Courte, c'est tout à fait autre chose. Et je Il a pense su se que faire aimer. Vous allez dire il est charmeur quelque part par rapport à. c'est pas, je sais ce que vous voulez dire, mais en France, un charmeur, c'est un charmeur, c'est Mhm. un homme qui séduit les femmes, si vous voulez. Mhm. Mais Sébastien Courte, c'est pas un séducteur, c'est quelqu'un qui reste authentique. Et, Mhm. et c'est très spécial, hein. C'est aussi un constructeur de ponts parce qu'il est authentique. Mhm. Et il veut travailler avec les pays européens et les autres pays aussi, Mhm. hein. Il y a des contacts extrêmement bons dans tous les pays. Mhm. Et c'est incroyable, vraiment D'arriver, incroyable. surtout d'arriver à s'imposer, parce que quand on est aussi jeune, c'est pas quelque chose de simple, hein. Oui, Euh, voilà, parce que en Autriche, en 2018, quand il était ministre des Affaires étrangères, il y avait une espèce de... Ça ne marchait plus entre les deux partis. Vous mhm. voyez, les socialistes et le EVP, le parti populaire, ça ne marchait plus. Et donc, Mhm. il a relancé le tout. Et puis, ce qui était incroyable, c'est que le peuple le Mhm. suivait dans des zones en Autriche où on n'aurait jamais imaginé qu'il vote pour un parti comme le EVP. Colofepé, Mais il a oui. réussi, hein. C'est dommage que votre livre ne soit pas encore traduit en français, parce que Ah, ben, on espère que ce se fera bientôt. ça va Oui, arriver. Bon, on l'espère on aussi. prie. Oui. Alors, quelques mots juste de politique autrichienne, parce que, Hum. bon, vous le savez, hein, nous avons un régime en France beaucoup plus présidentiel que Oui. parlementaire. Le vôtre est plutôt parlementaire, même si le président de la République a quelques pouvoirs à Vienne. Hum. Mais alors, l'Autriche est un État fédéral, c'est une Hum. différence avec la France. Les élections se font à la proportionnelle, c'est aussi une grande différence, et donc régulièrement, le gouvernement s'appuie sur une coalition. Hum. Alors, il y a des choses qui paraissent étranges vues de Paris. Euh, D'abord, la situation économique chez vous, elle est bonne, elle est prospère, et incomparable avec la France, parce qu'il Hum. y a moins de 5% de chômage. Bon. Et pourtant, ce qu'on appelle l'extrême droite, le FPO, Hum. fait des très bons scores. Comment vous l'expliquez? Comment est-ce que j'explique? Bon, tout d'abord, le ministre de Travail que nous avons depuis cette année, c'est Martin Kocher. C'est un économiste, un professeur d'économie aussi, et il fait ça très très bien. Mhm. Et pour le FPE, je suis désolée de le dire, mais bon, en ce moment, il y a des petites tensions parce que le chef du FPE est parti. Et donc, ils sont en train de se restructurer. On va voir ce que ça donnera, on ne sait pas. Mhm. Sinon, bon, c'est comme partout, hein, chez vous en France, vous avez Marine Le Pen. Alors, si je vous demandais pourquoi on parle déjà maintenant d'une montée de la famille Le Pen pour Mhm. les élections qui viendront
Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire, hein. Il y a toujours des personnes qui ne veulent pas voter pour la gauche ou pour la droite ou pour le... hein. Voilà. Mais non, simplement, Mais heureusement qu'ils ne sont pas au pouvoir, heureusement que Sébastien Kurz est au tout à fait. pouvoir et Non, il y mais restera. Hein. j'espère pour vous aussi. Et alors, il Oui. y a aussi une autre différence extraordinaire avec la France, et j'ai l'impression qu'en France, on est, si vous voulez, très idéologue. C'est-à-dire que, par Oui. exemple, ceux qui ont une sensibilité environnementaliste, qui sont des écologistes, bah, c'est un parti très de gauche, même des fois plus à gauche que le Parti socialiste. Et alors, par contre, actuellement, à Vienne, il y a une coalition entre l'OVP, donc de Sebastian Kurz, Oui. Parti populaire autrichien, normalement Oui. la droite modérée, Oui. mais avec les Verts, quand même. C'est Oui. ça qui est extraordinaire. Ben, c'est très bien, il a très bien Oui, c'est fait. bien. C'est très bien. Il faut savoir que les Verts n'étaient pas dans le Parlement avant, parce qu'ils avaient fait plusieurs fautes. Et là, maintenant, il a changé le drapeau. Il a dit, est-ce que vous voulez faire une coalition avec moi? Et puis, ils étaient sidérés. Ils ont dit, oui, bien sûr, on aimerait bien. Et ça fonctionne. Il faut dire que Ça ça fonctionne, fonctionne. c'est Et ça ça. fonctionne même très bien. Oui. Très bien. Bah, Donc, écoutez, il motive c'est les autres. motivant et ça rend optimiste parce que, je vous dis, on a malheureusement une situation beaucoup plus clivée en France. Alors, ma Oui. toute dernière question Oui. est liée à l'actualité brûlante, qui était celle du dernier round guerrier entre Israël et le Hamas. Oui. Et pour vous, comme pour moi, et indépendamment des critiques légitimes que l'on peut adresser aux gouvernants du pays, donc au gouvernement israélien à ce moment-là, au moment du conflit, bah, il s'agissait quand même clairement d'une agression brutale d'une armée terroriste contre un État démocratique. Alors, cette fois-ci, beaucoup de pays européens ont fait des déclarations qui étaient plutôt en soutien des Israéliens, mais à ma connaissance, presque personne n'est allé aussi loin que le chancelier Sébastien Kurz. Ça, on n'en a pas assez parlé dans les médias français. Il a fait hisser le drapeau d'Israël sur le toit de la chancellerie à Vienne, et la même chose a été faite pour le ministère des Affaires étrangères. Comment expliquez-vous cette amitié si forte, qui est vraiment inimaginable chez nous en France? Ben, il a simplement montré la solidarité. Il a montré sa solidarité envers Pourquoi? Israël, avec un pays avec lequel il travaille beaucoup ensemble. Beaucoup, oui. Et il adore l'Israël et il fallait qu'il le fasse. Et puis, il n'y avait aucune discussion. Et ce qui était intéressant, c'est que le ministre des Affaires étrangères iranien aurait dû venir quelques jours plus tard. Il a annulé sa visite. Et puis, Ah oui. bon, ben voilà. Hein. C'est quand même très, 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 très courageux. Enfin, on n'arrive Oui. absolument pas à imaginer, si vous voulez, quelque chose comme ça, quoi. Le drapeau israélien qui est hissé dans la cour de l'Élysée, ça, c'est vraiment inimaginable. Et voilà, donc c'est pour vous qui le connaissez, qui l'avez interviewé, vous avez écrit un livre sur lui, Oui. etc. C'est vraiment une amitié sincère, forte et personnelle qu'il a pour Israël. Oui, Voilà. absolument, absolument. Même lorsque, après le scandale de Ibiza en 2019, il est allé en été voir Benjamin Netanyahou. Il est allé à sa rencontre. Netanyahou a dit oui, bien sûr, viens me voir. Et puis ils ont discuté. Puis voilà. Non, non, l'Israël est très important pour lui. Il a très bien compris ce qui s'était passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il veut que ça n'arrive plus jamais. Eh bien, écoutez. D'ailleurs, nous aussi, moi aussi, je ne veux plus que ça Bien arrive. sûr, bien sûr. C'était horrible. Et Judith Groman, ce sont des choses qui ne sont pas assez connues. Alors, comme vous le savez, je ne suis plus dans une radio, mais cette interview, ben, elle va rester. Elle va rester, on l'espère, on va partager au maximum cette vidéo parce que ce que vous avez appris aux auditeurs, bien, beaucoup ne le savent pas et on l'a appris grâce à vous. Merci Judith Groman pour cette interview. Merci à vous, Jean Corcos. C'était Merci. sympa Et de discuter. voilà. Et je vous donne rendez-vous, donc, amis auditeurs, pour une prochaine émission. Au revoir. Jean Corcos pour Voix plurielle.